Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Eh ben c'est bon, on est en train d'enregistrer, voilà, après le let's go, après le petit brief de départ. Tout va bien, c'était un bon brief d'ailleurs? Toi qui as l'habitude des briefs... Écoute, super brief, bravo. 9,5 sur 10, parce qu'on ne peut pas être parfait. T'as raison, il faut toujours un axe de progression. C'est ça. C'est important, un brief avant une expé, avant un départ, soit sur une compète ou soit sur une course. C'est un moment important pour toi? Alors oui, c'est clair que c'est important d'être briefé, de savoir où on va, de savoir ce qu'on va y faire, de savoir un peu... ce qu'on va y rencontrer. Mais moi, je sais que j'aime bien laisser une assez grande part à la découverte. Je sais, pour avoir partagé des expés avec d'autres personnes, notamment avec mon pote Damien Castera, avec qui on a fait pas mal d'expés avec le projet Odyssea. Lui, c'est quelqu'un qui se documente énormément avant de partir, qui lit beaucoup, qui va vraiment chercher beaucoup d'infos et tout ça. Alors que moi, je vais être un peu plus dans OK, je prends des petites infos à droite à gauche, ce dont j'ai besoin, mais je me laisse beaucoup plus de liberté, ou en tout cas de découverte sur le moment. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a fait des expés sympas, c'est qu'on était assez complémentaires là-dessus. Mais okay. Du coup, ouais, moi, les briefs, tu me donnes 2-3 infos principales et après, j'essaie de m'adapter en fonction. C'est quoi? C'est ton intuition? C'est ton envie de découvrir? Ouais, je pense que c'est ça, c'est laisser place à l'intuition. Et puis laisser place à la curiosité, la découverte. Je pense être quelqu'un d'assez curieux, qui a une volonté de découvrir, de comprendre et tout ça. Donc et puis de pas gâcher un peu l'effet de surprise qu'on peut avoir, de pas trop en savoir avant, pour pas trop se faire une image mentale aussi de ce qu'on va découvrir dans le pays qu'on va visiter ou des gens qu'on va rencontrer et tout ça. Parce que parfois, tu peux être soit agréablement surpris parce que ton image mentale était peut-être un peu moins belle que celle que tu vas découvrir. Ça peut être aussi l'inverse. Tu peux aussi être un peu... te faire une image un peu utopique ou un peu trop belle, un peu trop rose. Et puis finalement, ça va pas être à la hauteur de tes attentes. Ouais. Donc, moi, je préfère me dire, je reste, je reste ouvert à tout et je prends l'expérience telle qu'elle vient. Tu sais si ça se travaille, tu vois, cette espèce d'intuition, cette espèce de curiosité ou c'est quelque chose de naturel, tu vois, pour toi et du coup, tu y vas et tu te poses pas de questions et en fait, c'est ça qui te donne de la force. C'est un peu l'inconnu et le fait de découvrir. Pour moi, j'ai envie de te dire que c'est naturel parce que j'ai toujours plutôt fonctionné comme ça. D'autres vont pas fonctionner comme ça. Donc, je crois beaucoup au fait qu'il faut s'écouter, quoi. Il faut faire comme on le sent soi-même, tu vois. Et dans le sport, dans le monde de l'entreprise, dans plein de trucs, il faut, là où les gens sont les meilleurs, c'est là où ils ont leur sensibilité, c'est là où c'est le domaine dans lequel ils sont le plus à l'aise. Donc, il faut pas aller contre nature, à mon avis. Il faut juste
Bien Et sûr. après, est-ce que ça se travaille, ce côté intuitif? Je sais pas. Je sais pas. Enfin, c'est à proprement dit, une intuition, ça se travaille pas trop parce que ça doit rester intuitif, ça doit rester spontané. Et donc, mais il y a peut-être, il y a peut-être des moyens peut-être pas de le travailler, mais en tout cas de la cultiver. Est-ce que tu penses que ça va aussi avec le fait de sortir de sa zone de confort, tu vois, avec justement pratiquer différents sports extrêmes, ça te fait sortir en permanence de ta zone de confort, il y a toujours des imprévus, tu vois. On va parler de snow, on va parler de voile, on va parler de surf aujourd'hui, tu vois, et bien d'autres, parce que j'ai l'impression que tu es vraiment un touche-à-tout et du sport, quoi. Mais est-ce que, tu vois, le fait que de toujours aller chercher des nouveaux sports, de toujours aller tester des nouveaux trucs, c'est aussi ça qui te rend le plus à l'aise, tu vois, sur la découverte, et que demain, si je te dis, bon, bah viens, on va se faire un glacier, comme, je sais pas, on va se faire l'Everest ensemble, tu me dis, bah ouais, go, t'as pas peur, en fait, parce que t'as déjà vécu plein de fois cette nouveauté, quoi. Ouais, clairement, je pense que tu as raison. Cette découverte enfin, en tout cas, cette volonté de découvrir des nouveaux sports, de découvrir des nouvelles disciplines, d'apprendre des nouvelles techniques, des nouvelles pratiques, c'est clair que ça contribue à cultiver cette curiosité et ce côté intuitif. Parce que bah, tu es obligé, voilà, parce que quand tu apprends, bah, tu reviens un peu à ce que tu as au fond de toi et tu es obligé d'écouter tes sensations, de faire un lien entre ton corps et ton cerveau. Tu vois, tout doit s'activer assez vite. Donc oui, clairement, de faire plein de choses différentes, ça permet de cultiver ça. Et alors, ça peut parfois paraître ou être contre-productif parce que tu vas moins te spécialiser dans une chose et que Ouais. du coup, tu vas être un peu moins expert ou un peu moins bon dans un domaine précis. Mais par contre, le panel, il est beaucoup plus large, quoi. Parfois trop, des fois, je me dis, peut-être que là, il faudrait se spécialiser un peu plus, mais j'y arrive pas, quoi. Tu te considères pas comme un expert? Si, dans certains domaines, j'ai une expertise quand même. J'y ai passé un peu de temps, donc heureusement. Mais oui, non, c'est sûr Peut-être moins que que d'autres ou... bah, mon domaine de prédilection, c'est le snowboard, c'est un peu c'est la montagne, mais même la montagne, j'ai une approche finalement, je me considère pas comme comme un montagnard, si, mais pas comme un alpiniste, par exemple. Tu vois, là, je me lance un nouveau petit défi à faire un peu de l'escalade. Enfin, sur mon prochain film, il va y avoir du snow, de l'escalade, un peu de glacier, des choses comme ça, mais c'est pas. Enfin, ce qui est aujourd'hui, en tout cas, c'est plus la performance dans un domaine précis qui me drive. C'est plus au contraire le fait de découvrir et de me dépasser dans des domaines qui sont un petit peu nouveaux pour moi, même si je m'appuie sur des expériences passées, sur des compétences que j'ai développées dans le snowboard, enfin grâce au snowboard, et qui m'apportent énormément et qui me permettent peut-être d'atteindre un niveau convenable dans cette Ouais. discipline, dans ce domaine un peu plus vite que la moyenne. Mais en tout cas, je sais que, par exemple, pour prendre l'exemple du snowboard, je sais que mes années de performance, compétition, d'apprendre des nouvelles figures, d'être vraiment dans ce côté d'aller chercher le geste parfait, le truc, je sais que c'est derrière moi. Parce que je commence à vieillir aussi, hein, j'ai 37 ans et que mon corps, même si je suis en pleine forme, je sais que j'ai moins les capacités de subir de grosses charges d'entraînement et des grosses chutes et la charge mentale que la répétition, que l'engagement physique aussi demande et tout. Donc, ce besoin de challenge que j'ai, parce que clairement, je pense que je l'ai depuis toujours et que je l'ai trouvé dans le snowboard via la compétition, après via le surf, un peu dans le surf un peu de gros, dans la voile avec un gros challenge. C'est plus justement dans la multiplication des expériences et des découvertes de sports différents, quoi. Donc c'est ça finalement qui te drive plus, c'est d'aller découvrir des nouveaux challenges et de relever des nouveaux défis. Ouais, ça me drive bien parce qu'en fait, j'apprends à chaque fois. Et ce qui est génial, c'est que j'ai la chance de rencontrer des gens qui m'accompagnent, enfin qui sont experts dans leur domaine et qui m'accompagnent pour faire ça. Et donc, j'apprends au contact de personnes qui sont elles-mêmes expertes et qui me mettent à disposition leur savoir. Et que tout le Ouais. savoir que moi, je peux avoir en snowboard, en montagne et tout ça, j'essaie, enfin, ça me plaît aussi de le partager. Enfin voilà, c'est vraiment un échange quoi. Sur la partie voile, on y reviendra probablement, mais l'échange avec Stan Turé qui m'a emmené faire la Transat Jacques Vabre, clairement ça s'est fait comme ça parce que lui c'est un passionné de snowboard depuis Ouais. qu'il est tout gamin
Et c'est ça qui nous a connectés, en fait. C'est qu'on s'est rencontrés et de suite, lui, il était à fond et je le faisais rêver parce que je faisais du snowboard et moi, il me faisait rêver parce qu'il faisait de la course au large. Ouais. Donc, et derrière, c'est juste que il y a un échange de compétences, d'expériences, d'histoires, d'approches. Enfin, et moi, ce qui me plaît, c'est ça, c'est qu'en fait, à travers ces nouvelles expériences, j'apprends et je me sens éternellement enfant qui découvre des choses et qui apprend et qui fait grandir un peu son bagage. Le sac à dos, il est rempli de plein d'expériences et plein de compétences, donc c'est cool. Mais tu vois, ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que tu vois, moi, j'ai mis du temps avant de comprendre que ce qui effectivement me drivait, c'était d'apprendre des nouvelles compétences, de relever des nouveaux challenges, relever des nouveaux défis, tu vois. Et c'est peut-être pour ça que, on en parlait juste avant, que j'étais entrepreneur. C'est parce que justement, tu apprends en permanence, en fait, tu vois. T'es pas du tout la même personne quand tu es tout seul dans ton bureau et que tu commences ton projet, que quand tu es 10 puis 20 salariés. T'as pas du tout la même casquette, tu fais pas du tout les mêmes choses, les mêmes tâches. Et j'ai mis du temps à le comprendre, tu vois. Et peut-être ma question, justement, parce que j'ai l'impression que tu mettais en opposition un peu deux choses. C'est d'un côté ta carrière de snowboarder pro en compète, où tu dois mettre beaucoup de répétitions, beaucoup d'engagement, revenir. Tous les jours, il y a pas mal de routine aussi, finalement, j'ai l'impression, tu vois. Et de l'autre côté, un peu plus l'aventure, sortir de sa zone de confort. Est-ce qu'il y a eu un moment où, je sais pas, tu l'as compris, tu vois, ça en toi, que tu étais plus fait pour aller faire des nouveaux challenges, des nouveaux défis, ou ça s'est fait peut-être au fur et à mesure, tu vois. Là, maintenant, j'ai l'impression que tu mets en opposition ces deux mondes-là. Est-ce que je me trompe ou... Non, tu te trompes pas. Et c'est vrai, en opposition, oui et non, parce qu'à aucun moment je renierai mon passé de compétiteur, et parce que ça m'a permis d'apprendre énormément et d'aller au bout d'un domaine. Et encore que, même en snowboard, une de mes caractéristiques, c'était que j'étais pluridisciplinaire aussi. C'est que j'ai toujours eu du mal à me spécialiser. Après, je me suis spécialisé beaucoup dans le halfpipe parce que c'était la discipline olympique principale à ce moment-là en freestyle. Et du coup, fatalement. Mais je m'autorisais énormément à aller faire du slopestyle, aller faire du freeride, aller filmer, aller faire de la poudreuse. Et tu vois, si on prend l'exemple de quelqu'un comme Shaun White, qui est l'exemple numéro 1 en termes de compétition de halfpipe. Pour dire aux auditeurs qui ne connaissent pas Shaun White, c'est un peu le grand emblème du snowboard, en tout cas en halfpipe, qui a gagné 3 Olympiades, même plus, je crois. Attends, que je me souvienne, il a gagné très longs, Turin, Vancouver, Pyeongchang. Ouais, 3 médailles d'or. Ouais. Et un des recordman de médailles des X Games. C'est l'icône du snowboard américain, mais qui pour moi, pour le coup, est une légende du snowboard de compétition en halfpipe, mais qui n'est pas un snowboarder complet. Okay, ouais. Parce que c'est quelqu'un qui, justement, avait peut-être un peu moins de curiosité, ou en tout cas qui était formaté pour réussir en compétition, et qui n'allait pas s'autoriser à faire du freeride, qui n'allait pas s'autoriser à faire du carving sur la piste, qui ne s'autorisait pas de regarder autre chose que le halfpipe, quoi. Ouais, il était dans sa discipline. Il était dans sa discipline, et ce qui en a fait l'expert, la légende qu'il est aujourd'hui, et tous les titres qu'il a pu gagner et tout, et ça, bravo. Mais moi, par exemple, ce choix que lui, parce que ce choix, j'aurais pu le faire à un moment donné, que lui a fait de se spécialiser, de s'ultra spécialiser uniquement dans le halfpipe, moi, j'ai pas su le faire, quoi. Je pouvais pas le faire. Donc, je l'ai fait un petit peu, mais pas totalement. Et même par rapport, le surf, c'est que j'aurais pu, à un moment donné, j'aurais peut-être dû aller vivre aux US ou faire les hivers de l'hémisphère nord en Europe, en tout cas dans l'hémisphère nord pour suivre la neige, et puis partir dans l'hémisphère sud, vivre là-bas l'été en Australie ou en Nouvelle-Zélande pour continuer à m'entraîner à fond et tout. Ça, je pouvais pas le faire parce que j'étais attaché à vivre dans le sud-ouest de la France, dans le Pays Basque, et pouvoir aller surfer quand je revenais de mes compètes. Et j'avais ce côté-là aussi où j'avais besoin de cet équilibre-là, quoi. Et que c'était pas possible autrement. J'adore ce que tu me dis, parce que tu vois, dans le sport de haut niveau, on fait souvent et c'est pareil aussi dans l'entrepreneuriat, mais on fait souvent louange à la routine, à la répétition,
ok, si tu veux performer dans ce sport, ne fais que ça et va pas trop chercher ce qu'il y a ailleurs. Et c'est vachement complexant, tu vois, pour les personnalités un peu comme nous, tu vois, qui peuvent être un peu plus curieuses, qui ont besoin d'aller tester des nouveaux challenges, des nouveaux trucs. Tu vois, là, je sais que dans une semaine, je vais aller faire du kayak, j'en ai jamais fait, je suis trop saucé, je suis trop comme un gamin. Je me dis, mais ça va être trop bien, je vais me régaler, tu vois. Alors que je pourrais avoir effectivement justement, les gens qui m'entourent qui me disent, mais voilà, tu t'es fixé un défi cette année sportive, c'était de faire ça, pourquoi tu me mets entre parenthèses pendant 2 semaines, tu vois. Et tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, tu vois, qui écoutent ce podcast et qui sont dans les filières de performance. Et c'est vachement décomplexant, tu vois. C'est rafraîchissant ce que tu dis pour eux, je pense, parce que on doit souvent leur bassiner, tu vois, voilà, il n'y a que ton sport, il n'y a pas les études, sois pas curieux de ce qu'il y a à côté. Et moi, j'ai l'impression que je te vois un peu comme un curieux, un touche-à-tout. Et en fait, tu as réussi déjà à te faire kiffer dans tous ces domaines-là. Ouais, Et ça en plus, c'est. atteindre un gros niveau, quoi. En tout cas, à être parmi les performeurs, quoi. Donc, Ouais, bah, c'est gentil. Après, j'espère. Oui, enfin, après, mon parcours, c'est clair qu'il est, il est peut-être un peu atypique de ce point de vue-là. Mais c'est vrai aussi que le sport de haut niveau actuellement, alors je vais me référer plutôt au sport, vraiment que bon, je suis un amoureux de sport, de tous les sports, hein, et j'ai eu cette chance-là. Je pense que tout ça, ça vient aussi du fait que j'ai une famille très sportive et que tout gamin, enfin, je crois que j'ai fait 1 an de club dans quasiment tous les sports qui existent. C'est-à-dire que, alors, j'ai jamais été, voilà, mais j'ai fait du foot, du rugby, du tennis, du golf. Enfin, voilà, et un donc peu. déjà, gamin, tu avais cette envie de Ouais, bah, découverte. c'était la vision un peu de mes parents, de dire, bah, on va le faire toucher un peu à tout, et puis à un moment donné, il y aura peut-être un truc qui lui plaira. Si ça lui plaît, c'est cool. Si ça lui plaît pas, ben tant pis. Mais au moins, il y aura plein de possibilités. Et donc ça, c'est top. Et je me perds un peu par rapport à ce que je veux dire. Mais oui, j'en reviens un peu au sport de glisse. Aujourd'hui, on voit notamment, peut-être, ouais, si dans le snow aussi, mais tu regardes dans le snow, dans le surf, dans le skate, les performeurs sont de plus en plus jeunes. Et à la fois, je trouve ça méga inspirant, je trouve ça absolument fou. Et d'un autre côté, ça me fait un peu peur parce que tu as l'impression que le choix que moi j'ai dû faire à l'adolescence, enfin de façon assez tardive, en fait, moi j'ai commencé à être sur la scène internationale et commencé à gagner des Coupes du Monde, des titres mondiaux, des choses comme ça, être sur le tour à 20 ans. Enfin, j'avais peut-être fait 1 ou 2 Coupes du Monde un peu avant, vers 18, 19, mais ça a vraiment, j'ai commencé à vraiment exploser à 20 ans. Donc voilà, tu as l'adolescence qui est passée, tu commences à être un adulte, tu commences à pouvoir faire tes propres choix et tout. Donc voilà, aujourd'hui, les choix que moi j'ai dû faire à 18, 20 ans, ils se posent aux gamins, enfin, et du coup aux parents qui ont 10 ans. Je le vois dans le surf, notamment chez les filles, dans le skate. Si tu regardes le podium des derniers JO de Tokyo en skate, chez les filles, il n'y en a pas une qui a plus de 15 ans. Les trois C'est fou. premières ont entre 13 et 15 ans, quoi. C'est hallucinant de se dire que d'atteindre un tel haut niveau si jeune, avec les sacrifices que ça demande, avec la rigueur que ça demande, avec waouh, je sais pas. Enfin, moi, j'essaie d'y réfléchir un peu, de voir comment, voilà, à quel point c'est inspirant ou ça peut être un peu néfaste sur la vie de ces gamins-là. Parce que je me dis, entre 10 et 14 ans, t'as pas encore. C'est le moment où tu te construis énormément, t'as pas Ouais. encore totalement de libre arbitre sur les choix que tu veux faire. Donc, tu t'en remets beaucoup à tes parents. Et du Ouais. coup, est-ce que c'est pas le choix des parents plutôt que des gamins, quoi? Ouais. Voilà, enfin, voilà, c'est une aparté un peu, mais sur le sport de haut Non, mais c'est niveau hyper qui est, intéressant. Ouais. ouais. Et je pense que c'est des problématiques qui se posaient déjà dans des sports, peut-être le foot, tu vois, c'est vrai que le foot, on voit des histoires où les gamins sont pris dans les centres de formation très très jeunes et sont formés, sont déjà dans ce moule. Peut-être que nous, dans les sports de glisse, c'est des sports qui sont plus jeunes, qui ont mis un peu plus de temps à se professionnaliser. Du coup, c'est une problématique qu'on découvre, qui existait peut-être déjà dans d'autres sports. J'imagine que dans le tennis aussi, je pense que ça commence, enfin, on le voit, Très, bon, très jeune, ouais. les sœurs Williams en sont peut-être le meilleur exemple. Ou c'était quoi? C'était Martina Hingis, peut-être, qui avait commencé aussi très très jeune, qui Ouais, était très exactement. très Ouais, qui a été précoce. forcé aussi dans un Et sport. voilà, oui, donc il y a ces dérives-là. Puis Donc, tu vois l'histoire de André Agassi, hein, sans parler de jeunesse, tu oui. vois, il a suivi ce que son papa voulait faire, quoi, jusqu'à détester sa discipline, tu vois, ce qui est dingue, quoi. Voilà, c'est aussi c'est une partie du sport qui est où voilà, il y a des. En tout cas, il faut rester à l'écoute et ce côté.
Mais tu sais, pour revenir en fait à la discussion de base qui était quand même la curiosité et le fait de découvrir différentes disciplines, moi je m'éclate à travers la multiplication des expériences dans le sport, mais ça peut tu vois, sur des athlètes, des jeunes athlètes qui sont experts, ou en tout cas qui cherchent à devenir champions dans une discipline, ça peut être via d'autres passions. Tu vois, ça peut être via la littérature, via la peinture, via la musique, via plein de trucs. Mais en tout cas, d'essayer d'avoir au moins un autre domaine qui te passionne, qui alimente ta curiosité, qui alimente ton imaginaire pour te faire un peu sortir de l'engrenage et de la routine que le sport de haut niveau te demande, quoi. Ça, je pense que c'est important. Et déjà, en tant que sportif, on a une chance qui est énorme, c'est d'être passionné. Ça, dans la vie, je trouve que c'est une chance inouïe parce que ça te permet d'avoir un chemin presque tout tracé. Parce que tu sais que quand tu as une passion, que ce soit le sport ou autre, tu vas tout mettre en place pour que tous tes choix dans ta vie soient au bénéfice de cette passion. Et ça, c'est énorme parce que ça te permet de déjà pas te poser trop de questions. Ou en tout cas, peut-être moins que... Ou en tout cas, d'avoir que le matin, tu te lèves, tu fais... Let's go, trop bien. Aujourd'hui, je vais faire du tennis. Aujourd'hui, je vais lire 3 bouquins. Aujourd'hui, je vais composer de la musique. Aujourd'hui, je vais faire n'importe quoi. Mais ouais, c'est une chance, quoi. Et je pense qu'en tant que pour je pense que tous les sportifs qui nous écoutent, c'est à des degrés de passion ou d'implication différents. Mais on a cette chance-là et qu'on se doit de continuer à alimenter, quoi. Ouais, clairement, ouais. Mais j'avais lu, tu vois, là récemment, un bouquin sur justement l'apprentissage et tout. Une des choses qui revient, et je me demande à quel point ça peut y avoir des parallèles dans le sport, mais c'est que tu peux prendre une discipline et la faire s'exprimer de plein de manières différentes. Et c'est un peu, tu vois, je te prends un exemple. Imaginons, tu es, disons, passionné de peinture. Tu vois, là, voilà, il y a des tableaux autour de nous. Tu es passionné de peinture, tu peux à la fois peindre, mais tu peux aussi faire des vidéos pour expliquer l'histoire de la peinture ou les techniques de la peinture. Tu peux écrire des bouquins là-dessus. Tu peux donner des cours de peinture à des gens. Tu vois, tu peux, à partir d'une discipline, tu peux le faire de plein de manières différentes. Et j'ai l'impression que peut-être un peu dans les filières un peu de performance, on creuse pas assez ce domaine-là, tu vois, de dire, OK, tu es un expert, tu veux performer dans ton sport, mais est-ce que, en fait, pour progresser, ça peut être intéressant en fait d'explorer ta discipline par des contre-pieds. Et moi, ce que je trouve hyper cool dans ce que tu fais, c'est que tu arrives à faire des passerelles entre différentes choses. Et puis tu développes aussi un gros côté artistique, tu vois, sur tous les films que tu sors, les documentaires et tout, qui fait que tu prends du recul par rapport à ta discipline. Et je trouve que je pense en tout cas que tu emmagasines plein de choses par rapport à ça, quoi. Donc, et c'est un truc que tu prends du plaisir justement à faire, à organiser une expé, à écrire un film, à te dire, voilà, là, on a envie de faire passer telle émotion et développer un peu le côté artistique, parce que il y a un côté très artistique aussi, tu vois, dans les disciplines de beaucoup de sports extrêmes, tu vois, il y a un côté très, t'es sur un sport de jugement, tu vois, faire des belles figures, il faut du style. Ça t'a permis un peu de transcender ce côté artistique, de faire des films ou d'être un peu du côté média, on va dire. Oui, je pense. Et puis, pour revenir à ta question première, ça me plaît parce que, sinon je le ferais pas. Donc, ça me passionne parce qu'il y a aussi c'est une manière de partager cette passion que j'ai pour ça, pour les sports de glisse, pour les sports de nature, donc c'est ma manière, de me rendre un peu utile à la communauté. C'est de partager ce que je fais, de partager mes sensibilités, de partager mes passions, de partager mon amour. Je pense que la sensibilité, et c'est pour ça que je mets aussi un peu en opposition la partie compétition de ma carrière et la partie aujourd'hui plus dans la volonté d'apprendre, d'être plus en harmonie avec la nature, parce que dans le sport de compétition, on était dans un halfpipe, c'est quelque chose qui a été c'est fait en neige, on est en montagne, on est dans un environnement qui est magnifique et naturel, mais comme tu dis, il y a du jugement. Un halfpipe, ça a été construit par des machines, avec des humains derrière, mais c'est construit par des machines. Donc on artificialise quand même la montagne au service d'un spectacle et d'une discipline. Et ça, je le renie absolument pas, parce que ça continue
Enfin, je trouve, voilà, le niveau technique en snow aujourd'hui, je le trouve hallucinant. Ouais. Là, voilà, il y avait les JO. J'étais à Pékin pour les JO et pour commenter. Et ça, pareil, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que ça me permet de transmettre ma passion à des gens. Enfin, voilà, sur France Télévisions, tu vois pas du snowboard tous les jours, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, voilà, c'est sûr que il y avait un petit cas de conscience à se dire bon, ouais, qu'est-ce qu'on fait de ces JO de la Chine qui ont été beaucoup décriés en amont par voilà l'aspect évidemment droits de l'homme et puis environnementaux aussi. Mais ouais, je me disais, mais en fait, le snowboard, c'est ma passion, c'est ce qui m'a fait me lever tous les jours depuis que je suis tout gamin. Et aujourd'hui, j'ai l'opportunité de continuer à transmettre ma passion. Mais ouais, c'est ce qui, en fait, c'était juste mon objectif numéro un, c'était ça. Mais donc de voir les JO et de voir la performance et le niveau technique des filles et des gars aujourd'hui, c'était hallucinant. Donc c'est une partie Ça te procure de mon quelle sport. émotion? Je suis curieux de savoir quand tu Bah, commentes. ça me procure. T'as envie de pense rechausser un snow direct et de repartir ou plutôt pas d'aller sur de la dans la compète, pas sur le truc, parce que je sais que voilà, ça demande ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça demande un tel niveau d'engagement, de sacrifice que j'ai déjà fait et qu'aujourd'hui j'ai plus envie de faire. Mais non, je pense qu'il y a beaucoup d'excitation chez moi quand je vis ça et quand je commente. Et puis il y a ce côté ouais de transmission vraiment, quoi. J'ai vraiment envie d'essayer de faire vivre ce que je ressens à travers mes commentaires et essayer de faire en sorte que les gens aient envie d'en voir plus ou aient envie de s'intéresser à ce milieu, pas que par la performance, pas que par le spectacle qu'ils voient, mais aussi par les histoires, par les histoires un peu humaines. C'est essayer de raconter, parce que chaque sport, hein, mais je crois que dans les sports de glisse particulièrement, il y a quand même un lifestyle qui va avec. Tu vois, il y a on parlait tout à l'heure d'art, de musique, de tout ça. Ben, je pense que dans la board, ce qu'on appelle la board culture, c'est clairement ça. Il y a tout un. Voilà, il y a des codes que certains sports classiques ont eu du mal ou ont du mal à comprendre. Et quand le snowboard, quand le skate, ben là, est arrivé. Bon, après, le snowboard, ça fait quand même quelques années. C'était arrivé en 98. Mais il y a eu plein de controverses sur l'arrivée du snowboard au JO. Il y a la légende du snowboard et celui qui gagnait tout à l'époque, en 98, qui s'appelle Terje Akonsen, un Norvégien qui était vraiment le boss des boss à ce moment-là, qui a boycotté les JO parce que c'était ouais, parce que pour lui c'était géré par la Fédération internationale de ski et donc pour lui c'était se travestir que rentrer dans le circuit FIS, qui est la Fédération internationale de ski, du coup. Et donc, il a boycotté, il s'est battu un bon moment dans sa carrière pour faire en sorte que le snow ait sa propre fédération et tout. Il a monté des circuits parallèles. Il s'est beaucoup battu. Alors que c'est un mec qui est absolument... Enfin, c'est un super footballeur. C'est un mec qui est passionné de sport en général. Et je pense que pour lui, ça a dû personnellement lui coûter de faire une carrière aussi riche sans aller au JO. Donc c'est que ses convictions étaient tellement fortes que mais voilà. Ouais. Et c'est toujours vrai un peu ce lifestyle et un peu cette différenciation que tu peux faire entre les snowboarders et les skieurs. Moi je le vois entre potes, ouais, on le voit, tu vois. Moi je fais du snow, j'ai fait du ski aussi jusqu'à très jeune, mais je prends beaucoup plus de plaisir à snow parce que le plaisir de la glisse, je prends plus je kiffe plus, quoi. C'est difficile de mettre des mots dessus, mais c'est toujours vrai un peu, tu vois, cette contre-culture qui existe à côté et qui s'est développée, tu vois. Moi je voyais aussi beaucoup, peut-être je voyais les snowboarders un peu plus comme beaucoup plus rock'n'roll, beaucoup plus faire même la teuf un peu avant. Alors après il y a eu des gens qui ont beaucoup professionnalisé le sport, et je pense que tu en fais partie aussi, toi. Tu as fait partie des gens qui ont tout de suite été hyper carrés là-dessus. Mais tu as connu, tu vois, des gens qui vivaient cette contre-culture à fond, même surtout sur le circuit. Complètement. Ah ouais, il y en avait à fond. Et comme tu dis, je pense que moi, j'ai été un des premiers. Et d'ailleurs, ça n'a pas forcément été évident à des moments de ma carrière où même dans mes potes, c'était... Enfin, moi, j'étais clairement le plus sérieux, celui qui se fixait des objectifs
Et ouais, ah ben Mathieu, c'est Competman, quoi. C'était, tu vois, et j'avais ce côté-là. Et à ce moment-là, dans la construction, enfin voilà, dans l'évolution du snowboard et tout, c'était un peu mal vu, quoi. Tu vois, c'était cool de faire la fête et de faire la compète le lendemain, quoi. Et d'arriver un peu, enfin, tu vois, et d'avoir un peu moins de rigueur et tout. C'était cool, ça faisait partie du lifestyle. Et moi, c'est pas totalement comme ça que je voyais les choses. Faire la fête après la compète, voilà, que t'aies gagné, perdu, quoi, on s'en fout. Essayer de passer un moment avec les potes. Mais avant, non, Ouais. c'était pas trop mon truc. Et donc, ouais, ce Comment tu côté. l'as vécu, cette réputation? Euh, C'était pas évident tout le temps, hein. C'était pas évident tout le temps. Mais en fait, je me rassurais parce que je savais, moi, j'avais mes objectifs, je savais ce que je voulais faire, je savais où je voulais arriver. Et je savais que ce que je mettais en place, c'était la bonne chose. Et sur le long terme, ça m'a plutôt donné raison. C'était deux choses. Toi, tu avais une vision un peu plus court terme ou soit une vision un peu plus long terme. Et moi, je sais que c'était plus à long terme. Mais ouais, c'est clair que c'était. Ouais, il y a eu des moments de un peu. Mais même avec des potes assez proches avec qui j'étais en sport-études et tout, ou voilà, quand il y avait soit des entraînements ou des moments même un peu de repos où je savais que voilà, la compète c'était le week-end, mais ou la semaine d'après et tout, et où je disais bah non là, je suis pas chaud, demain je vais aller rider ou quoi, ah, vas-y reste avec nous, ah, non mais ouais. Donc Ouais. non, après il y a aucun jugement là-dedans parce que voilà, il y a eu une génération de snowboarders qui est peut-être celle juste un peu avant moi qui, eux, ou là, pour le coup, c'était vraiment, genre, ça faisait vraiment la fête beaucoup, et ça raidait fort le lendemain, quoi. Et franchement, c'était nos limites, quoi. Enfin, Ouais. c'était extrême tu vois, le mot sport extrême, c'est pas le mot que je préfère le plus, parce que je pense qu'on n'est pas, Hmm. enfin, tu vois, tu peux mettre, il y a tellement de choses qui sont extrêmes, c'est que quand tu pousses ton niveau d'expertise, de performance dans quelque domaine que ce soit, c'est extrême. Nous, c'est peut-être plus parce que c'est dans un milieu naturel où le cadre de jeu, c'est pas un terrain de tennis, c'est pas un terrain de foot où là tu connais les règles. Là, c'est une montagne qui est en permanence en train de changer, où tu connais pas toutes les règles du jeu, ou avec dans l'océan et tout. Il y a un, il y a un élément, quoi. Il y a un élément qui est vivant, quoi. Et moi, c'est ça qui me plaît aussi, c'est qu'en fait, on peut gérer une partie des règles du jeu, mais pas toutes. Et il y a une partie des règles du jeu qui te sont imposées au moment où tu es en train de jouer et où tu dois t'adapter. Donc ça, je trouve ça assez cool. Mais pour revenir sur cet aspect-là, de cette contre-culture où, ouais, et on l'a gardé. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu cette différence. Il y a le ski freestyle qui s'est développé en partie grâce au snowboard, donc qui s'est inspiré d'une partie de cette culture, board culture, mais avec ses propres codes. Et aussi avec l'ADN, aussi avec l'historique du ski alpin, donc un peu plus sérieux et tout. Donc je pense que les skieurs freestyle et tout ont amené ce côté sérieux qui a peut-être inspiré à un moment donné les snowboarders, qui a fait ah ok, eux ils s'entraînent quand même un peu plus que nous, et puis on voit que là ils vont un peu plus haut, un truc. Bon, on va peut-être revoir un peu les choses, on va peut-être réfléchir un peu différemment. Donc il y a une petite compète à vouloir se tirer vers le haut et peut-être à faire Ouais, clairement, je pense. Mais il y a toujours eu. Après, moi, le ski, le snow, on a souvent, c'est souvent chambré, ça, c'est souvent gentiment tiré dans les pattes, et ça continue un peu plus, même si les passerelles, elles sont beaucoup plus faciles à trouver aujourd'hui. Par rapport à la culture de façon générale, c'est aussi intéressant parce que en fait, toute cette culture, toute cette board culture, elle est rentrée quand même dans les codes sociaux et généraux aujourd'hui. Bien Enfin, sûr. tu vois, même si c'est on a le snowboard et le surf d'un côté qui sont plutôt des sports de nature, à l'inverse du skate qui est plus un sport urbain, même si on partage énormément de valeurs communes. Mais tu regardes aujourd'hui, tu regardes des pubs n'importe où, les codes du skateboard sont partout. Enfin, donc tu sais plus où sont les valeurs originelles et où sont celles qui sont été réappropriées par la société, par la mode, enfin tu vois, tu as même des marques de luxe qui font des collabs avec des marques de skate, avec des marques de surf, des trucs. Enfin,
d'un côté, tu te dis, waouh, on est un peu en train de perdre notre identité, on est en train de perdre justement ce côté c'était notre identité, d'être une communauté un peu différente ou un peu à part, avec nos codes un peu à part. Et aujourd'hui, ça, on a été un peu phagocyté par, ces codes, ils ont été rattrapés, mangés un peu par des acteurs plus gros. Donc d'un côté, ça fait un peu peur, et puis d'un autre côté, tu te dis, bon, bah voilà, c'est une évolution, c'est cool, c'est qu'en fait, ce qu'on fait, c'est aussi pour inspirer les gens à faire ce qu'on fait ou à aimer ce qu'on aime, à être inspirant. Et donc, d'un côté, c'est une réussite. Après, il faut le faire de façon un peu mesurée, quoi. C'est là où c'est un peu chaud, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais non, mais tu vois, moi, je trouve ça fascinant, tu vois, justement, les histoires, tu vois, de ces contre-cultures-là, tu vois. Tu peux retrouver, il y avait un film que j'avais vu, c'était City, The Lord of Dog, non, The Lord of Dog. Lord of Dogtown. Lord of Dogtown, pardon, ouais, bien sûr. Tu vois, où il y a toute la culture du skate et tu la comprends, en fait, qui est un peu fou, tu vois, ce film, ou qui peut paraître un peu contre nature. Et il y a eu la même chose dans le snow aussi, tu vois, avec des super beaux films où tu vois toute cette contre-culture qui se crée. En fait, c'est un peu les mêmes personnes et enfin, tu vois, si on s'en tient à l'aspect un peu moderne qu'on connaît des board sports originels. Donc, en gros, c'est le surf un peu qui a commencé. Et puis, quand il n'y avait pas de vagues, ils ont commencé à mettre des roues sous leur board et essayer de skater. Et quand il neigeait, de commencer à glisser sur la neige et le snowboard est arrivé. Donc, voilà, si on simplifie un peu la création, et donc c'est ce noyau-là du surf, skate, snow qui a permis l'évolution derrière. Donc, et c'est pour ça que ces trois sports-là, si on les appelle sports, à ce moment-là, on les appelait pas sports. Aujourd'hui, c'est des sports parce que les trois sont olympiques. C'est assez ouf. À ce moment-là, c'était vraiment un lifestyle parce que, comme tu dis, et dans le film, ça se retranscrit bien, c'est que c'était une passion absolue et donc tout était les gars n'étaient drivés que par cette volonté de surfer, skater ou snowboarder, quoi. Et donc voilà, et quel que soit à n'importe quel prix. Ouais. Et donc au prix de se faire dégager des piscines, enfin d'essayer de trouver des piscines vides pour skater et de se faire dégager, au prix de pas avoir de thunes et de devoir dormir dans la rue, au prix enfin tu vois, des histoires dans le surf où les mecs passaient de la drogue dans les boards de surf pour pouvoir voyager. Donc, ils prenaient de la drogue d'un côté, ils voyageaient, ils la vendaient de l'autre pour pouvoir rester en Indonésie pendant 4 mois et surfer des vagues parfaites. Enfin, voilà, il y a des histoires folles, quoi. Parce que justement, c'était cette passion absolue qui faisait que bah, tu devais te démerder dans ta vie quotidienne pour assouvir ta passion, quoi. Avant que ce soit professionnel. Comment tu l'as découvert, toi, cette passion ? Moi, c'est clairement familial, hein. C'est une transmission de famille. Il y avait cette contre-culture dans la famille ? Ouais. De glisse ? Ouais, complètement. Enfin, pas que de glisse, mais ouais, de contre-culture. Parce qu'en fait, mes parents habitaient dans le sud-ouest de la France quand je suis né. Donc, ils faisaient déjà les hivers à la montagne et l'été sur la côte. Okay. Donc, j'étais déjà totalement baigné dans ce cycle de l'eau qui me faisait aller de la neige à l'océan très, très jeune. Et puis, mon père était moniteur de ski. Donc, voilà, pareil, il a découvert la montagne un peu tard, mais ça l'a absolument passionné. Donc, il a passé son monitorat de ski. Et voilà. Et en fait, avec des potes, ils ont monté à la Mongie, dans la station de ski dans laquelle on était, ils ont monté une école de ski parallèle de l'école de ski français qu'on connaît naturellement. Où en fait, ça, c'était très cadré, très ski de piste, flexion, planter du bâton, extension. Voilà. Et ils avaient monté une école de ski qui s'appelait Snowfun. Okay. Tu vois, donc de suite. Et donc, avec des glisses alternatives. Donc, il y avait le ski, il y avait le monoski. Qui s'est pas mal développé dans la fin des années 80, début des années 90. Et après, le snowboard a commencé à arriver. Et c'est comme ça aussi que moi, j'ai été mis, mon père et des potes m'ont mis au snowboard. Parce qu'eux en faisaient, en fait. Et qu'ils avaient cette volonté de décomplexer la pratique de la montagne, qui n'était pas exclusivement réservée au ski alpin, quoi. Et dans les Alpes, c'est arrivé un peu avant. Tu vois, moi, j'ai grandi avec Apocalypse Snow, avec Régis Roland. Enfin, tu vois, je regardais ça en boucle, quoi. Après, il y a eu un peu plus tard les Riders on the Storm, les vidéos des américaines, où ça commençait à être des productions vraiment de snow. Mais je trouve,
Apocalypse Snow, c'était dingue parce qu'il y avait à la fois au niveau performance de ce que Régis arrivait à faire, à rider avec le matos qu'il avait, c'était dingue. Et puis en plus, il y avait cette histoire, il y avait cette quête, il y avait cette. Enfin voilà, où ils faisaient n'importe quoi. Enfin, ils ont descendu des pentes avec des hobbycats, quoi. Ils allaient faire du. Enfin, je vous invite à revoir parce que franchement, c'était tellement innovant. Je crois que le premier volet est sorti en 84 ou en 85. C'était vraiment, vraiment innovant, à la fois dans les prises de vue, à la fois dans les pratiques, à la fois dans. Enfin, c'était complètement délirant, quoi. C'était loufoque et délirant. C'est ça, toi, qui te donne envie? C'est ces images-là, c'est cette ambiance-là d'aller découvrir et de tester des nouvelles choses complètement folles? Ouais, c'est ce qui me fait marrer, ouais. Ouais. Ça a été tellement bien fait il y a presque 40 ans que tu peux plus le refaire, quoi. Enfin, pour moi, ce serait. Ou alors, il y a que l'équipe d'origine qui pourrait refaire un projet un peu délirant, un peu comme ça. Mais de cette manière-là, c'était fou. Mais ouais, c'est clair que ça m'a inspiré. Et peut-être que, du coup, c'est resté imprimé dans mon cerveau quelque part. De se dire que la montagne, l'océan, enfin la nature un peu de façon générale, hein, c'est ce qui me plaît beaucoup aujourd'hui, c'est que c'est un terrain de jeu qui est incroyable, quasiment infini, et qu'on a la chance d'avoir des disciplines, des sports, des outils aussi, parce qu'en fait un snowboard, une planche de surf, un parapente, c'est des outils qui nous permettent de jouer, quoi. C'est avec ce terrain de jeu magique. Ouais, c'est inspirant, ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!